Alors, en effet, de mon côté, je vais vous parler du féminin. Mon premier titre était « L'amour fou à en tomber folle ». Point d'exclamation, point d'interrogation. Puis je l'ai changé dans le titre que vous avez vu, « Tomber amoureux au risque d'en tomber fou ou folle ». Daniel Lévy a mis le point sur le trait identificatoire pris sur le vif du corps de l'autre dans la rencontre. Anne Bazin a développé l'amour véritable, particulièrement dans l'amour de transfert, et Béatrice Braun ce soir sur l'aspect des retrouvailles et des traces. Je souhaite, quant à moi, vous parler des risques de la passion amoureuse du fait du féminin mélancolique. Mon premier titre était donc « L'amour fou à en tomber folle ». Une collègue m'a très justement fait remarquer qu'avec un titre comme cela, on pouvait penser que seules les femmes peuvent tomber dans la passion amoureuse, quitte à en tomber folle. J'ai donc modifié mon titre, non sans continuer à penser cette question. Tout au long de mon exposé, quand je parlerai de la passion au féminin, ce n'est pas du tout parce que les hommes sont épargnés des délices et des tourments de celle-ci, comme nous l'a bien dit ce soir Béatrice Braun à propos de deux passions d'hommes, c'est parce qu'il s'agit du féminin qui est pris et épris dans la passion. Le féminin chez l'homme et le féminin chez la femme, du fait de la bisexualité psychique dans les deux sexes. C'est le féminin qui en constitue le noyau mélancolique. Flaubert, dont Béatrice Braun parle aussi, avec sa fameuse Madame Bovary, disait « Madame Bovary, c'est moi ». Il s'identifiait là à son personnage féminin. La question mérite donc d'être abordée ainsi, et j'en fais l'hypothèse, à savoir que chez l'homme comme chez la femme, c'est le féminin qui présente un risque mélancolique. Dans mon exposé, je précise d'emblée que c'est plus particulièrement au féminin mélancolique chez la femme que je m'intéresserai. Béatrice s'est intéressée davantage chez l'homme. Et je m'en excuse auprès des hommes présents ce soir. Certes, chez l'homme, il y a au moins un trait commun que je vais développer qui est le féminin mélancolique, mais il y a d'autres traits, d'autres aspects dans la passion sur lesquels je n'ai pas travaillé, donc je ne me permettrai pas d'en parler beaucoup plus. Cette approche peut surprendre à notre époque où la mode est de parler du genre. Je vais donc m'en expliquer en tentant de montrer que l'on peut s'autoriser à parler d'un féminin mélancolique concernant la passion sans pour autant gommer la différence des sexes. Une précision encore. Lorsque je parle de mélancolie, je ne fais pas référence au sens littéraire habituel romantique. Je fais référence bien sûr au sens psychanalytique de Freud, c'est-à-dire à la différence entre le deuil et la mélancolie, mais j'en dirai quelques mots plus tard. Je vais donc vous parler des principaux risques de la passion amoureuse chez la femme quant à la dimension de souffrance, que tout le monde peut connaître, à la dimension de perte du point de vue narcissique et la dimension mélancolique. Je vais essayer de ne pas trop jargonner, sauf avec ces trois mots-là, narcissique, masochique et mélancolique, et je m'en expliquerai. En tout cas, je peux commencer par une phrase que tout le monde va comprendre. Il est clair que dès que l'on aime, les ennuis commencent. Et bien plus dans la passion qu'en amour. Car la passion rassemble deux extrêmes en un seul, l'idéal et la mort. Comme dans un oxymore. Présence immanente de la mort dans l'amour. Douleur d'aimer, souvenons-nous tous de Roméo et Juliette, qui trouvent dans le coup de foudre l'amour et la mort, puisque c'est entre deux maisons et demie, les Capulet et les Montagu. Situation d'emblée impossible et donc parfait scénario de la passion. Les ennuis commencent certes, mais de quels ennuis s'agit-il? Tout d'abord de la souffrance. La dimension forte de la passion, tout le monde le sait, c'est le sens de pâtir, d'éprouver de la douleur morale, de la souffrance. Pour la religion, la passion désigne le supplice subi par les martyrs
et avec une majuscule, bien sûr, la passion du Christ pour le rachat de l'humanité. Ce soir, ce qui nous intéresse, ce sera l'aspect de souffrance torturante provoquée par l'amour. Venons-en à la femme. Elle a pour contrainte dans l'amour, pas qu'elle, mais j'ai dit que je parlais davantage de la passion chez la femme. Elle a pour contrainte dans l'amour d'être aimée et d'être aimée en retour. D'autant que depuis son lien à sa mère, elle joue son va-tout dans la demande d'amour et attend d'en être aimée en réciprocité. Depuis toujours, la femme espère et elle attend d'être aimée. Pénélope, le retour d'Ulysse en tissant et en retissant sans relâche. Les femmes dont Janine Altounian, que nous connaissons ici dans l'intraduisible, cousant de la dentelle, ou cette jeune femme, par exemple, dans le film Bright Star, qui a une passion pour le poète John Keats et qui passe son temps à broder, Camille Claudel à sculpter, et Madame Bovary qui attend un événement extraordinaire et un prince charmant qui va venir l'enlever de son train-train provincial monotone à en mourir. Toutes ces femmes ne renoncent pas à l'impossible d'une plénitude leurrante. Cet impossible les tient, elles y tiennent. Elles l'ont éprouvé en trop ou en trop peu lors du lien maternel et elles ont la nostalgie, l'empreinte bien ancrée en elles. Cette nécessité de réciprocité peut amener la femme à se constituer comme objet d'amour total pour l'autre. Pour elle, trop peu de « je t'aime, moi non plus ». Elle dit plutôt « je t'aime et fais de moi ce que tu veux ». Lorsqu'elle se donne et s'abandonne à l'autre, en ancien français, je précise que s'abandonner vient d'une expression qui est mettre à abandon et qui veut dire en fait mettre au pouvoir de, se mettre au pouvoir de, se mettre à abandon, s'abandonner. Bon. Alors la question se pose, jusqu'où ira-t-elle dans la passion? Jusqu'à ce que tombe quelle frontière? Jusqu'à quel assujettissement? La disparition de soi dans l'autre? Dans la rencontre du couple inconscient, chacun se fait objet pour l'autre. On peut même se demander où est la prise de l'autre, voire l'emprise sur l'autre, et la possible ou pas possible déprise de l'autre, voire parfois l'incapacité à se reprendre soi-même. Car en effet, comment se sortir de ce que Nasio, c'est un de nos psychanalystes, appelle une boucle masochique. Tourmenter l'autre pour obtenir son amour. Alors là, je vous fais repenser, mais je crois que c'est tellement connu, cette scène absolument magnifique du mépris de Jean-Luc Godard, dans laquelle on voit Brigitte Bardot et puis Michel Piccoli. Alors c'est un dialogue, elle commence à lui dire « Est-ce que tu aimes mes chevilles ?» Alors lui il répond « Bah oui, j'aime tes chevilles. » Alors après « Est-ce que tu aimes mes genoux ?» « Bah oui, j'aime tes genoux. » Enfin, elle passe comme ça en revue tout le corps, ça l'arrive. « Et mes fesses, tu les trouves jolies, mes fesses ?»« Oh oui, très. » Enfin bref, elle en arrive à lui demander alors ce qu'elle veut savoir. C'est ça, la seule chose qu'elle veut savoir. Est-ce que tu m'aimes totalement? Et là, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il lui répond, Michel Piccoli. Il lui répond « Je t'aime tendrement, tragiquement, totalement. » Et est-ce que vous croyez qu'elle est satisfaite? Ben non, pas du tout. C'est pas ça qu'elle attendait. Donc, boucle masochique qui se termine là d'une manière décevante, c'est pas tout à fait ça qu'elle aurait voulu qu'il réponde. Boucle de tourmenter l'autre pour qu'il nous rassure sur le fait qu'il nous aime, d'être tourmenté en retour par l'autre et par la déception due à la méprise que contient sa réponse, de ressentir la peur de manquer, la peur de le perdre,
et enfin de ne cesser de se tourmenter soi-même en retour, avec le risque que cette boucle ne débouche in fine que sur du masochisme et de la mélancolie mêlée. La passion est donc douleur de bout en bout, mais douleur et manque dont on ne peut pas se passer, car dans la passion, il y a overdose, certes, mais overdose de manque. C'est le manque qui lie les amants du couple inconscient de la passion. Dans Destin du plaisir de Pierre Aulagnier, elle montre qu'il y a glissement du registre du désir au registre du besoin. C'est ça qui caractérise le manque et la souffrance dans la passion. Comme pour une drogue, le plaisir devient du besoin, un besoin de plaisir dont le sujet ne peut plus se passer. Je ne peux plus me passer de toi, c'est ce qu'on dit dans la passion. Et ce besoin se fixe exclusivement sur un objet impossible. Et voilà, le tour de la passion est joué, si on peut dire. Elle insiste bien, Pierre Aulagnier, sur le fait que la différence entre la passion et l'amour n'est pas une question de quantité, n'est pas une question d'excès, mais de prévalence que prend très vite la souffrance sur le plaisir. Souffrance que lui impose l'autre de par son refus ou son absence, son rejet. Cet autre porte donc en lui la promesse du plus haut plaisir comme de la plus grande souffrance qui peut aller jusqu'au risque de mort sur soi-même ou sur l'autre. Deux risques qui ont au final pour résultat la mort du sujet qui aime en vain et qui se trouve aliéné par son inducteur ou son inductrice de passion. On croyait donc avoir rencontré sa moitié. Tu es ma moitié. Et on rencontre en fait du manque dont on devient totalement addict. Et totalement addict corporellement, charnellement, car c'est le corps de l'autre vivant qui vient à manquer et qui manque dans la passion. Ce que dit le fameux « jeter dans la peau ». Il s'agit du corps et de l'aspect charnel du lien. Et nous revenons ici à cet investissement narcissique de la douleur physique, semblable à la douleur du nourrisson à qui le sein de la mère est ôté alors même qu'il n'en est pas encore sevré. Toutes les expressions passionnelles amoureuses de type addictif ramènent en fait au plaisir d'avant le sevrage du lien maternel. Voilà pour ma première partie sur la souffrance. Alors les ennuis commencent, il n'y a pas que celui-là. Un autre ennui, c'est le risque de perte totale corps et âme pour la femme, c'est l'aspect narcissique. Dès que l'on aime, on commence à avoir peur. Peur que l'autre ne nous quitte, peur que l'autre ne nous manque, peur que l'autre ne nous aime pas en retour. Ça va tout de suite commencer à manquer, ou plutôt ça va recommencer à manquer. D'où la plus forte déclaration d'amour qui soit avec le fameux « tu me manques », on vient de dire. Mais que risque-t-on de perdre au juste ? Lors de la rencontre, il y a du ravissement. Et là, vous faites référence au ravissement de Love Weinstein, de Marguerite Duras, décrit bien. Et triomphe à la fois. Ravissement dans le sens de capture à soi-même, de rapt, et aussi de triomphe sur toute castration et sur toute séparation, avec l'espoir enfin d'un comblement qui annihilerait tout manque existant depuis qu'on a perdu le lien à l'objet premier, la mère. Pour la femme, le choix d'objet inconscient au moment de la rencontre amoureuse est plutôt sur le versant narcissique. Cela veut dire que ce qui compte, ce sont moins les qualités de l'objet aimé que l'aspect réfléchissant narcissiquement qui nous renvoie. Le fameux miroir, mon beau miroir, dis-moi que je suis la plus belle, que je serai la plus belle pour aller danser. Avec par conséquent le risque majeur que s'il y a perte,
elle puisse entraîner la perte d'amour total, c'est-à-dire pour la femme, la perte de son moi, bien plus encore que la perte de l'objet, car il y a eu fusion-confusion narcissisante avec l'objet. Ce qu'elle perd lorsqu'elle perd l'objet, c'est elle-même. Elle se perd. Et vous avez peut-être lu, en tous les cas, ce magnifique livre de Annie Ernaux, « Se perdre ». Elle a écrit « Passion simple » et ensuite elle a écrit « Se perdre », qui est le journal de toute cette passion simple pour cet homme. Donc, perte côté narcissique. Car c'est par l'abandon d'elle-même qu'elle s'est donnée. Euphorie narcissique et oblativité dans le même mouvement, les pulsions de mort et de disparition étant au cœur, c'est le cas de le dire, de la rencontre amoureuse et sexuelle pour la femme. La perte de l'objet peut se transformer en perte du moi. C'est pourquoi, pour la femme, l'acte sexuel, ça ne va pas sans dire. Elle risque, si elle se donne, d'éprouver déréalisation et perte de ses frontières corporelles et psychiques, voire disparition d'elle-même, comme le dit si bien cette expression, la petite mort. C'est pourquoi elle ne supporte pas le silence. Elle a besoin que son féminin soit parlé et nommé pour ne pas s'y perdre toute. Sachant que pour elle, le féminin s'établit sur le mode d'être, Winnicott le dit bien en faisant la différence entre la femme, she is, alors que pour l'homme, la relation à l'objet est sur le mode du faire, he does. Une femme n'ayant pas de pénis à perdre, c'est tout entière, corps et âme, qu'elle risque de se perdre. La perte de l'aimer au dehors peut entraîner de l'hémorragie du vidage qui se fait au dedans de son psychisme. La femme aimante se vide au profit de l'objet aimé qui absorbe d'une certaine manière dans un mouvement paradoxal où certes elle se sent gonflée d'amour au point de se sentir sur un petit nuage en même temps qu'elle se vide au profit de l'objet aimé qui peut prendre toute la place à l'intérieur de son psychisme. En cas de rupture, c'est véritablement une perte totale de son identité de femme qui peut se produire, suivie d'un effondrement, car elle peut se trouver mise au pied du mur de la diffusion, de la séparation et de toutes les différences, elle qui avait cru enfin trouver, ou retrouver plutôt, l'objet d'une complétude en réalité leurrante. Que de déception et quel risque du côté narcissique, d'où cette phrase « Ce que j'ai perdu avant tout, c'est l'amour de moi-même que l'autre rendait possible ». Risque d'effondrement donc, qui n'est pas sans rappeler la détresse du tout petit être humain d'avant le sevrage avec la mère. Ce fameux moment, ce creux, qu'une psychanalyste dont nous regrettons la perte, Dominique Guyomard, parle très très bien dans un très beau livre qui s'appelle « L'éphémère » en 2 mots. Elle insiste sur la difficulté pour une fille d'arracher son altérité de la mêmeté de sa mère et de trouver une différenciation d'elle-même comme autre. Sorte de copier-coller conforme qui doit pourtant trouver coûte que coûte son identité propre, en se séparant de la proximité confondante de sa mère. C'est cet écart à faire qui lui donne une sorte de vertige et la met au bord de l'abîme sur un versant mélancolique. Maintenant, nous allons parler de cela. Au risque de la ravager tout entière. Si elle ne parvient pourtant pas à transformer le lien maternel en une relation à l'objet mère, elle peut rester sous l'emprise de la toute-puissance du lien non séparé et non différencié d'avant le sevrage, avec toute sa force pulsionnelle et passionnelle. Cet éphémère, en 2 mots, dit Dominique Guyomard, ne peut être structurant que parce qu'il reste éphémère en un mot. Mais la mémoire du lien restera gravée
pour la femme sur le mode d'une perte. Ainsi commence donc le premier lien de la femme, par la fusion due à la porosité des frontières d'avec sa mère, puis par une déception fondatrice due au nécessaire sevrage, et enfin par une perte nécessaire du lien maternel qui permet de constituer la relation à l'objet et donc aux futurs objets des rencontres. La perte d'amour pour la femme est en quelque sorte sa castration. Alors bien sûr, à notre époque de libération sexuelle depuis 68, tout ce que je vous raconte peut paraître ringard. Mais que nous dit la clinique, toujours actuelle, si ce n'est que l'angoisse des femmes est toujours d'être séduites puis abandonnées, et particulièrement si elles font de mauvaises rencontres avec des partenaires qu'elles vont devoir à leurs frais démasquer, éventuellement sous des traits pervers. La dimension mélancolique. Ce qui ronge la femme mélancolique, c'est d'abord l'idéal versant mortifère. Après quelque temps de mariage avec son médecin de mari, elle devint difficile et capricieuse. Madame Bovary se commandait des petits plats, mais ne les touchait pas. Elle buvait du vinaigre pour se faire maigrir. Elle pleurait et ne s'intéressait à rien. À des périodes d'exaltation succédaient des moments d'abattement et de torpeur. Pourtant, elle estimait mériter beaucoup plus haute existence et se jugeait plus séduisante que certaines des duchesses de son comté. Son mari l'emmena consulter un confrère qui jugea qu'elle souffrait d'une maladie nerveuse et devait changer d'air. Ils déménagèrent dans un petit bourg près de Rouen. On connaît la suite. Elle va s'endetter dangereusement. Elle va négliger l'éducation de sa fille. Elle va être abandonnée par ses deux amants, Rodolphe et Léon. Sa toute-puissance narcissique et mélancolique l'amenant à l'abîme et au suicide. Flaubert écrit « La folie la prenait, elle ne souffrait que de son amour et sentait son âme l'abandonner par ce souvenir comme les blessés en agonisant sentent l'existence qui s'en va par leurs plaies qui saignent. » Et en effet, c'est d'hémorragie interne, de vidage, qui l'atteint à l'intérieur de son moi et l'amène inexorablement à un effondrement psychique et physique. À l'opposé, une autre femme, à propos de laquelle Flaubert va écrire 20 ans après Madame Bovary, la Félicité du cœur simple, à qui il arrive toutes sortes de malheurs et de pertes, réussit là où Emma Bovary échoue. James Gamble fait une fine analyse psychanalytique de cette nouvelle de Flaubert. Félicité réussit toujours à transformer l'objet absent dont elle est endeuillée par un bon objet interne qu'elle garde vivant à l'intérieur. Dans sa vieillesse, elle prend pour principal compagnon Loulou, un perroquet au front bleu qu'elle fera empailler après la mort accidentelle de celui-ci. Le perroquet symbolise à lui seul tous ces objets d'amour dont elle a pu faire successivement le deuil. L'agonie de Félicité se termine ainsi. Une vapeur d'azur monta dans la chambre de Félicité. Elle avança ses narines en la humant avec une sensualité mystique. Félicité meurt, apaisée et heureuse, à l'opposé des atroces souffrances d'Emma Bovary pendant son empoisonnement. Madame Bovary est restée fixée dans la catégorie femme de province de son époque qu'elle a jugée sans avenir assez extraordinaire pour pouvoir la satisfaire. Elle s'ennuie devant un ciel vide et va chuter dans l'abîme du soleil noir de la mélancolie. Tandis que Félicité saura se nourrir du moindre rapport libidinal des événements pourtant malheureux de sa vie.
Voici donc deux façons très différentes de faire avec son surmoi et l'idéal du moi. Ça, c'est un aspect de la mélancolie très fort dans la passion amoureuse des femmes. Mais pourquoi dans la mélancolie se fait-on autant souffrir soi-même, surtout si on est une femme ? Freud nous éclaire par cette phrase géniale sur la mélancolie, puisqu'il dit « l'ombre de l'objet tomba sur le moi ». Dans la mélancolie, contrairement au deuil, l'objet est conservé à l'intérieur du psychisme comme mort. Or, nous savons que c'est la première perte qui a laissé à la fille une trace de douleur mélancoligène. Donc toute rupture, toute disparition de l'objet aimé la ramènera inévitablement à cette première séparation à laquelle il lui a fallu cependant s'arracher. Et comme il y a chez les femmes une tendance à retourner l'expression de l'agressivité contre elles-mêmes, elles sont plus susceptibles de la faire dévier de manière masochique contre elles-mêmes. La haine contre l'objet aimé, décevant, rejetant, absent ou abandonnant, risque alors de se transformer en haine contre elles-mêmes. Elles vont se maltraiter, se faire souffrir, se faire des auto-reproches, des automutilations, auto-punir, etc. Mais qui punissent-elles donc au fond ? Qui cherche-t-elle donc à atteindre de cette manière en s'attaquant à elle-même ? Autant Jacqueline Schaeffer dans son livre « Le refus du féminin » que Julia Kristeva dans « Soleil noir » ou Catherine Chabert dans « Féminin mélancolique », entre autres, défendent toute cette idée de la nécessité d'un matricide à commettre, certes psychique, sur la mère archaïque qui sinon peut rester engloutissante pour pouvoir se défaire de sa toute-puissance. C'est donc la mère nichée au fond d'elle-même qu'elle cherche inconsciemment à attaquer et à déloger. Et sans cela, si elles ne font pas cela, la femme à tendance mélancolique souffrant des affres de la passion amoureuse peut-elle cesser de proposer autre chose que du refus du féminin, et peut-elle se présenter autrement que comme le continent noir que disait Freud, où règne la sphinge et les vilaines sorcières ? Elle ne le pourra et elle ne cessera d'être mélancolique que si elle accueille le prince de la Belle au bois dormant, cet étranger capable de l'aider à déloger la mère, emprisonnée en elle, et à remplir avec lui cette mission matricide. En lui donnant son consentement pour qu'il vienne, d'une certaine manière l'effracter, avec son consentement, j'ai bien dit, elle aura accès à sa sexualité de son être femme. Elle connaîtra ainsi ce que Julia Kristeva nomme ce plus de mère, c'est-à-dire ce que sa mère avait déjà pu lui donner, certes, mais surtout, et Béatrice a bien insisté, sur ce qu'elle n'avait jamais pu lui donner, y compris la possibilité de faire un enfant. Alors que je sois claire, ceci n'est bien sûr pas une proposition de modèle amoureux et sexuel idéal unique à suivre, mais c'est un chemin possible qui peut conduire une femme à devenir la femme qui avance en laissant derrière elle les traces mélancolisantes de son attachement à sa mère. J'ai presque fini ma petite conclusion. Voici quelques réflexions et pensées que je voulais partager avec vous ce soir. J'arrive à la fin de mon exposé et nous allons vous laisser bien sûr la parole. Ceci encore. Peut-être vous dites-vous, autre temps, autre mœurs, nous n'en sommes plus à Madame Bovary, nous en sommes aux sites de rencontres, aux débats sur le genre, aux affaires de Balance ton port et de MeToo.
et à la mode de la psychologie positive. Dans le déni du négatif, qui infiltre pourtant la vie relationnelle et psychique, jusque et y compris dans le transfert parfois. Alors, venons-en au transfert, je terminerai là-dessus. Le transfert, ce transport qui fait voyager, qui met en mouvement les instances psychiques, les pensées, les rêves et toutes les productions de l'inconscient. Mais pour aller où? Jusqu'à bon port? Espérons-le. Et du moins, jusqu'à des remaniements, des relances et des reprises qui permettent des déprises, des dénouements, à condition que ce même transfert ne devienne pas passionnel et que l'analyste ne soit pas un inducteur ou une inductrice de passion sur son patient ou sa patiente, par un excès de frustration ou par un excès de séduction et une relation abusivement asymétrique. Je vous rassure, on se soigne. Je terminerai donc par l'évocation de ce lieu psychique, s'il en est, du cabinet du psychanalyste, lieu de l'intime où la parole peut se déployer en pleine liberté, parfois pour la première fois, et s'adresser à un ou une autre pour une traversée aux escales régulières en dépit des aléas du quotidien, escale où la passion vient déposer sa charge pulsionnelle et peut, petit à petit, se transformer en amour. Et en amour de la langue aussi, de sa beauté, car l'amour, comme le féminin, a partie liée avec la langue et la poésie. Je vous remercie, j'étais un peu longue. On vous laisse la parole. Bonsoir. Alors, tout au long de votre exposé, à moins que j'ai été étourdi, on voit bien que tout s'est basé sur le côté psychique de la personne, donc la pensée. Alors, que pensez-vous de la tradition? Est-ce que la tradition va se nourrir justement de ce côté psychique pour continuer à enfoncer la femme ou l'homme qui peut agir de manière passionnelle? Ou est-ce que c'est le côté psychique de l'être qui va se nourrir de la tradition? Parce que là, en écoutant, on pourrait exclure un peu la tradition, le poids de la tradition, ou le poids même des hommes qui ont un comportement dominateur sur la femme. Voilà. Est-ce qu'on va les dissocier ou ils sont très bien imbriqués entre eux? Vous en pensez sûrement quelque chose pour poser la question de cette façon-là. Alors, ce serait intéressant que vous nous disiez ce que vous en pensez, vous. Alors, moi je pense, et c'est mon avis, que la tradition joue aussi un rôle. Parce que je prendrai l'exemple de la Bible que je vais connaître, où on va voir par exemple dans les passages bibliques des endroits où des femmes ont été à un niveau très élevé, mais dans la société, y compris dans l'Église, elles auront un poste inférieur. Alors donc dans ce cas, je pense que la tradition a pu avoir une influence sur le psychique de la femme, de mon point de vue. Oui, mais écoutez, c'est un point de vue intéressant. Effectivement, je pense que la tradition joue forcément, mais il y a une espèce d'alliage entre les deux, entre la tradition et le psychique. Je pense que c'est important, enfin ça dépend, là vous parlez plutôt à un niveau assez collectif finalement, mais c'est important de voir les choses aussi au niveau individuel. Au niveau individuel. Oui, d'accord. On peut partir du collectif à l'individuel. Oui, tout à fait. Mais disons, la tradition, c'est le collectif dans l'individu. C'est quand même le collectif dans l'individu. Et là, effectivement, je pense que à la fois c'est important, et à la fois je pense que c'est important que ça ne serve pas de paravent à ce qui se passe à un niveau un petit peu différent. Je pense que les deux choses sont vraiment intimement liées. Et l'une pouvant
servir de paravent à l'autre. Bon, et un psychanalyste, si vous venez voir, de toute façon, si tout va bien, si la femme est contente d'être, comme disait Brigitte, comment tu disais, subordonnée et que tout se passe bien, pourquoi pas, hein, c'est à partir du moment où on souffre qu'on peut se demander comment les choses s'articulent. Une dernière. En fait, lorsque je parle même de tradition de poids, je pense aussi aux femmes battues, par exemple. Oui. Le phénomène qui fait qu'une femme peut être battue, elle va quitter le milieu de violence 2, 3, 4 fois, 10 fois, et c'est peut-être la 11e fois qu'elle va partir. Est-ce que ça, on est encore exclusivement du domaine du psychique, ou on va être aussi d'un autre domaine qui n'a pas d'explication? Mais évidemment, ce que vous dites, c'est que le psychique, c'est le psychique, mais il y a des tas d'autres facteurs qui jouent un rôle, effectivement, dans ce qui pourrait se passer pour une femme battue. Mais une femme battue, il peut y avoir plusieurs choses, effectivement. Il peut y avoir, comme on disait, un aspect passionnel qui fait qu'elle aimerait bien quitter cet homme, mais qu'elle ne peut pas, hein, pour tout un tas de raisons qui sont à voir de façon plus profonde. Bon, et plus le poids de la tradition, le poids de la famille, le poids de ce qu'on lui a appris. Enfin, je crois qu'une chose n'est pas exclusive de l'autre, c'est important de le dire. Oui, une psychanalyste d'expérience peut-être tomber à la passion. Peut-être. Vous pouvez mettre le micro près de vous. Une Merci. psychanalyste comme vous, d'expérience, peut-être tomber dans la passion ou être dans la passion. Ah. Oui, elle demande si une psychanalyse d'expérience peut tomber dans la passion. Vas-y. Une psychanalyse D'expérience. Toi, tu peux tomber dans la passion. Moi, je pense que, écoutez, ça dépend de chaque psychanalyste d'expérience. Et effectivement, quand on est psychanalyste, on a été psychanalysé, ce qui ne veut pas dire qu'on a été psychanalysé à fond et qu'on a tout vu et tout compris, etc. Et on n'est pas à l'abri, on n'est jamais à l'abri de quelque chose qui nous tombe dessus. Mais la seule chose, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Comment ? C'est qu'on est habitué à analyser. Voilà, c'est qu'on est habitué à analyser et qu'on va se dire, on ne va pas en rester là. Hein. Si je souffre, je vais pas. Si je souffre dans une relation qui, je sais que je peux m'en sortir et que je peux aller voir quelqu'un aussi et puis retourner sur un divan de psychanalyste et essayer de comprendre ce qui m'arrive. Voilà, c'est un petit peu ce que je disais quand je parlais du chemin entre la passion et l'amour. La passion, on ne veut pas savoir ce qui se passe, mais on peut cheminer à partir de là et arriver à quelque chose d'autre. Voilà. Mais bien sûr qu'on peut, et bien sûr qu'il peut nous arriver des tas de choses, et bien sûr qu'un psychanalyste, c'est pas un être. Il y a une analysante qui m'a, avec à la fois agressivité et puis en même temps admiration, qui m'appelait l'être suprême, comme ça, un petit peu de façon un peu moqueuse. Mais bien sûr qu'on n'est pas des êtres suprêmes. Hein, voilà. Vous pouvez tomber amoureuse de la passion. Ah, oui. Mais bien sûr qu'on peut avoir des affects très forts par rapport à un patient, sauf que dans ces cas-là, on essaye de comprendre ce qui se passe et en principe, on ne passe pas à l'acte. Hein. Il y a quelque chose qui est vraiment très important, c'est on ne passe pas à l'acte. Voilà. Ou si on passe à l'acte, oui. Ah, d'accord, vous nous prédisez un destin. Mais, ceci dit, c'est une bonne question parce qu'effectivement, il y a quelque chose quand même de particulier, je trouve. Le principe de base, c'est qu'un analyste peut très bien tomber amoureux d'un patient, une analyse d'un patient, peu importe. Dans ce cas-là, l'analyse s'arrête. Point. Ah oui, si jamais il tombe amoureux et qu'il décide, voilà. Il s'agit d'autre chose à ce moment-là.
disais ça juste pour dire qu'on n'est pas effectivement à l'abri d'un amour. Maintenant, il y a un attachement entre l'analyse et le patient, ce sont des choses qui font partie du transfert et du transfert. Et ça se travaille et ça fait l'objet du travail. Je crois que c'est important de dire que si quelque chose arrive, l'analyse doit s'arrêter. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il peut effectivement y arriver des moments où des personnes prises dans la passion qui viennent en analyse, il y a des moments transférentiels où ça commence à flamber, ça peut commencer à flamber du côté de la passion. Mais justement, tout le travail est justement de voir qu'est-ce qui se joue là, qu'est-ce qui se rejoue là, justement pour pouvoir en dire quelque chose, y comprendre quelque chose. Bien sûr qu'on peut sentir que par moments ça va peut-être flamber du côté de la passion, hein, mais bon, c'est là qu'on peut, j'ai essayé de montrer. Moi j'aurais peut-être une petite question à vous poser, Oui. Par rapport justement à cette distinction entre amour et passion. Pour moi, quand avec ma formation de prof de philo, Oui. j'ai toujours appris, grâce à Platon, bon déjà Platon, le corps c'est un tombeau, donc déjà, bon, c'est le rapport au corps un peu particulier, mais en fait la passion c'est destructeur, il ne faut surtout pas la vivre, et si on la vit, c'est pour pouvoir s'en libérer, s'en détacher très rapidement, parce que c'est à cause de cette chair qui nous empèse et nous tire vers la mort. Je caricature un peu, mais à peine. Hein, c'est ce qui va directement conduire à des théologies comme celle de saint Augustin et de toute une lignée chrétienne. Et il y a quelque chose qui m'a frappé dans ce que tu avais dit, Béatrice, mais qui rejaillit aussi un peu sur ce que tu disais, Brigitte, sur la question de la passion. C'est-à-dire la passion, aussi bien les philosophes, les théologiens ont dit que c'est pas bien, faut pas la vivre, en tout cas c'est destructeur. Moi je me demande en fait si c'est pas l'expérience précisément révélatrice qui permet peut-être, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y a un moment pivot. Souvent, on est dans le rejet de la souffrance. Et la souffrance, il ne faut pas la ressentir. C'est vrai que la passion, peut-être elle est souffrante. Mais est-ce que ce n'est pas précisément cette expérience de la souffrance qui permet un cheminement? C'est-à-dire de sortir d'un soi un peu aveugle. Tout à l'heure, la question était posée sur celle des femmes battues. Et on dit, il faut peut-être 5, 8, 10 expériences, et à un moment, peut-être qu'elle peut en partir. Mais on peut très bien dire, la domination, la femme, elle a subi. Si finalement, il n'y a pas de problème, la vie, il n'y a pas de souci. Sauf que là, précisément, est-ce que c'est encore vivre? C'est peut-être le moment de la souffrance qui n'est pas agréable, et qui permet justement, peut-être, là, dans ce cas-là, de enfin passer à un cheminement, et plus cet aspect statique de subir, alors qu'on n'avait même pas conscience de subir. Et je me termine juste sur une petite réflexion depuis c'est vraiment intéressant l'expression de ce que vous dites la passion sur la souffrance. La passion du martyr. Alors bon, c'est pas un appel au martyr, Ouais. mais par exemple, quand on parle de la passion du Christ, elle est tout sauf négative, parce que c'est ce qui va permettre la résurrection. Vraiment, si on en reste à une lecture un peu bizarre, on en reste à la souffrance, mais c'est pas, à mon avis, c'est pas là qu'il faut le voir. C'est plutôt le pivot, le retournement, le passage, qui permet. Alors, dans le christianisme, c'est la résurrection. Dans la psychanalyse, c'est la cure psychanalytique, le cheminement, la libération. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose comme cela mais ce que vous dites, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et il y a une notion qui aide beaucoup. De toute façon, quand on est passionné ou amoureux, de toute manière, on souffre. Bon, là, vraiment, quand on va du côté de la passion, oui, parce qu'automatiquement, il y a du manque. Bon, là, on a parlé de la passion. Mais ce que vous dites là, c'est vraiment intéressant parce que c'est la question du masochisme. Il y a quelqu'un qui s'appelle Rosenberg, hein, c'est Benno Rosenberg, qui a avancé un concept qui, moi, m'aide bien. C'est c'est le masochisme gardien de vie. C'est-à-dire, il en faut un peu de souffrance. Comment voulez-vous qu'on supporte cette vie? C'est insupportable. Bon, donc il faut qu'on soit un tout petit peu maso quand même pour supporter, et encore plus d'être amoureux. Et alors, ne parlons pas de la passion. Hein? Et ne parlons pas de s'allonger sur un divan de psychanalyse, c'est un petit peu de masochisme aussi.
Mais tous juste un mot, les psychanalystes, je l'ai dit en plaisantant à la fin, nous ne sommes quand même pas des inducteurs de passion, loin de là. Alors, est-ce que là, il n'y a pas une confusion entre souffrance et destructivité, hein? Parce que tant qu'il y a de la souffrance, il y a de la vie. Hein? Il y a de la vie, c'est la vie. Tout à fait. C'est les pulsions de vie, c'est l'éros, etc., qui est à l'œuvre. Et le contraire donc, de l'amour, c'est pas le non-amour, etc. C'est le rien, c'est l'indifférence, c'est l'absence totale de sentiments, etc. Hein? Donc voilà, ça va toujours dans le sens de la vie. Tout à fait. Hein? Par contre, oui, c'est ça. C'est pour ça que, bon, quand tu parles de mélancolique, etc., il faudrait peut-être aussi faire cette distinction entre ce qui continue à activer en quelque sorte le psychisme, etc., et ce qui pourrait aller justement dans le sens de la destructivité, du mortifère, etc. Et donc il là serait vraiment une désintrication à la dépulsion, et voilà, dans le sens des pulsions de mort. C'est pas un problème. Mais la passion, c'est plus du côté quand même mortifère, et l'amour du côté de la vie. Alors, bon, voilà, je ne sais pas, oui et non. Enfin, ça, c'est un peu la grande tradition littéraire voilà, d'Aragon. Il n'y a pas d'amour heureux, etc. Bon, mais aussi, la littérature, elle a été écrite par des hommes. Pas souvent de passion qui se termine bien. Et oui, alors si, en amour. Toute la littérature est fondée là-dessus, et la mythologie, etc. Hein, mais bon, je ne suis pas sûre qu'il s'agisse de la même chose, par exemple, comme tu parlais par exemple des textes d'Annie Ernaux, ou chez Marguerite Duras, je crois qu'il n'est pas question, c'est autre chose. Comment tu peux redire dans les textes par exemple d'Annie Ernaux, etc., c'est pas ça, c'est pas la destructivité. Quand on est capable de sublimation, c'est pas. Là aussi, ça va dans le sens de. Tu as cité Annie Ernaux, par exemple. Ah oui, Annie Ernaux, voilà. D'accord. Je pense que c'est pas. On n'est pas dans le même registre. C'est passion, c'est la passion. C'est vraiment dans l'exemple. C'est un dans exemple formidable de passion. Annie Ernaux, passion voilà. Simple, se perdre. Oui, mais qui va dans le sens d'une sublimation et qui va justement dans le sens de la vie. À part l'écriture. Ah oui, bien sûr. L'écriture, bien sûr, par l'art, par la langue, par la beauté, par la poésie, par l'écriture. Oui, bien sûr. De la vie, oui, bien sûr. Et ce que disait Géraldine, là, ce que tu disais, en fait, effectivement, la souffrance, je pense que c'est quelque chose de très important. C'est les parents qui ne voudraient pas que leurs enfants souffrent. Laissez vos enfants souffrir, s'il vous plaît. Hein. Simplement, est-ce qu'on peut en faire quelque chose, hein, et est-ce qu'on peut cheminer à partir de là? Mais effectivement, ça permet... Moi, je parlais de la trace tout à l'heure, parce que ça permet justement de retrouver des traces qu'on ne trouverait pas autrement, et qui sont très importantes à retrouver pour pouvoir cheminer. Donc, une passion, c'est pas défendu, hein, c'est pas défendu, et c'est pas forcément mortel. Là, il y a les cas de meurtre, de mort, etc. Bien sûr, ça peut conduire à ça, mais c'est pas forcément mortel. Ça peut être effectivement source de quelque chose qui réveille quelque chose d'autre bien au fond de soi, et justement de cheminer à partir de là, et de mieux se connaître, etc. Oui. Oui. Une petite dernière pour les psychanalystes. Là. Il me semble que le meilleur psychanalyste le meilleur psychiatre, c'est celui qui est passé par la passion ou également par la dépression. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais si on est psychanalyste, c'est peut-être pas pour rien. Hein. C'est peut-être qu'on n'est pas complètement indemne, qu'on a souffert, qu'il y a des choses qui se sont passées dans sa vie, etc. Hein, et qu'on a éprouvé le besoin déjà de faire une psychanalyse pour cheminer par rapport à tout ça. Et effectivement, ce que vous dites est juste. C'est ça qui permet, entre autres, qu'on puisse devenir un psychanalyste qui puisse un peu entendre.
Vous avez une question? Oui, c'est qui? Bonsoir. Je suis un peu déçu de la conférence parce que je trouve que c'est un peu pessimiste. Hein. Comment? Très. Attendez, plus fort. Comment? Plus fort, s'il vous plaît. Vous nous trouvez un petit Le thème parle de l'amour, de la passion. Oui. Donc, qui est plutôt noir. Alors que ça doit le permettre. Alors, ça devrait être comment, à votre avis? Comment ça devrait être? Plutôt le bon côté des choses, pas forcément le mauvais côté des choses. Oui. Vous trouvez qu'on parle du mauvais côté des choses? Oui. On a plus le côté. Voilà. D'accord. Si le beau côté des choses est là, c'est très bien. Hein? Et si être passionné par quelque chose, être passionné par une relation, pourquoi pas, si ça se passe bien. Voilà, c'est très bien, c'est très beau. Je pense qu'une passion, c'est déjà l'éveil. Et que la plupart du temps, c'est que les gens ont peur de se faire confiance, de se découvrir autre que soi. Voilà. Ça n'aboutit pas forcément à des drames. Tout à fait. C'est un passage. Et beaucoup ne l'osent pas parce qu'ils quittent un contexte qu'ils ne connaissent pas et ne font pas le pas par peur. Et certains même ne le font pas parce que il y a une part de laisser le hasard faire les choses, de ne plus contrôler, vivre tout simplement. Et le problème, c'est que les gens ont peur de se jeter du vide, mais ça peut aussi bien que ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif. Oui, tout à fait. Non, mais je pense que c'est très important ce que vous dites. Parce que dans le fond, vous parlez d'aider un petit peu de ce dont j'ai essayé de parler avec l'exemple de Norbert Arnold, du roman de Jensen, qui met des défenses extrêmement importantes, justement pour ne pas tomber amoureux, hein, et qui a besoin, heureusement qu'il y a une Zoé qui arrive à l'apprivoiser petit à petit. Mais effectivement, il peut y avoir beaucoup de peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de tomber amoureux, qui ont peur de ne plus contrôler la situation, qui ont peur de lâcher. Et je crois que c'est vraiment très important, ce que vous dites. Bon, ceci dit, effectivement, à partir de quand ça commence et à partir de quand ça s'arrête. On parle d'un degré qui est au-delà de cette peur qui va finalement pouvoir peut-être, et espérons-le, pouvoir se dépasser. Hein. Peur de l'érotisme, peur même des premières relations sexuelles. Quelquefois, il y a des gens qui ont une peur énorme des premières relations sexuelles. Mais bon, justement, pour arriver à trouver quelque chose de beau, il faut pouvoir prendre des risques. Bien sûr. Hein, voilà, c'est un petit peu ce que vous dites. Bon, mais quelquefois, nous, on parle effectivement de ce qui pourrait déborder et aller bien au-delà de tout ça. Je crois que le terme passion, c'est peut-être le terme passion qui est un petit peu ambigu finalement, parce que passion, en soi, se passionner pour quelque chose, c'est quelque chose d'extrêmement important. Hein. Et ne serait-ce que pour un art, pour une profession, pour une relation amoureuse, etc. Mais la passion dont parle Brigitte, là, c'est une passion, vraiment, c'est l'aspect complètement destructeur, l'aspect au-delà, et l'aspect qui fait souffrir les affres de la terreur, et puis qu'on ne sait pas comment gérer. Hein. Nous, psychanalystes, on ne voit pas les gens qui sont contents. Hein. On voit les gens qui n'osent pas. C'est ce que j'allais dire. Hein. Si vous voulez, on voit les gens qui n'osent pas, qui n'arrivent pas. Ouais. Voilà. On voit les gens qui souffrent. On voit les gens qui souffrent. Hein. Mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, l'amour, et on n'est pas forcément tout le temps dans la passion, et on n'est pas, bien sûr. C'est parce que... Mais par contre, dès qu'on rencontre quelqu'un, il y a des risques. Voilà. Rencontrer, ça entraîne des risques, quand même. On peut déboucher sur des belles choses, mais bon. Mais merci pour vos remarques, très intéressantes. Alors,
questions sur le passionné. Oui, 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 alors moi j'ai beaucoup de passion, j'aime beaucoup, j'aime tout le monde. C'est ça. Il y en a deux autres que j'aime. C'est vous? Ah, c'est vous. C'est gentil, hein? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on finisse? Peut-être juste une remarque par rapport à l'échange qui vient de se faire. C'est savoir en fait d'où vous parlez. Oui. C'est-à-dire que vous ne parlez pas d'un point de vue théorique, d'un point de vue philosophique ou d'un chemin de vie. Vous parlez d'expériences que vous vivez en cabinet, donc de personnes qui viennent en souffrance. Donc c'est cette expérience-là que vous retranscrivez peut-être aussi dans vos exposés. Et pas, ça que je trouve intéressant avec la psychanalyse, c'est que vous ne donnez pas des discours généraux en disant voilà ce qu'est la passion, mais plutôt voilà ce que nous vivons en cabinet de souffrance psychique que nous recevons et comment est-ce que nous, on peut faire avec nos moyens pour essayer de dénouer cette souffrance peut-être qui est parfois extrêmement douloureuse, notamment celle de l'obsession, de la compulsion obsessionnelle, qui peut être un autre nom peut-être du mot passion, en ce sens un peu descripteur peut-être, je ne sais pas. Oui. J'en profite pour faire au niveau de la passion des auteurs, en fait, concernant ce côté-là, c'est qu'en amour et en passion, on est convaincu que plus on souffre, plus on va montrer de l'importance à cet amour, cette passion. Et en fait, on est à contresens. Tout à fait. Et c'est un choix que beaucoup de personnes se trompent à ce niveau-là, en croyant que plus on va montrer de la souffrance, plus on va montrer de l'amour. Et tout simplement, c'est tout simplement une mauvaise direction qu'il ne faut surtout pas surenchir à ce niveau-là. Et montrer, on peut très bien montrer dans l'autre sens, ça se met. Oui, c'est très important ce que vous dites, parce qu'effectivement, on pense par exemple que la jalousie, c'est preuve d'amour, hein, et que plus on est jaloux, plus on aime. Or, l'amour, ça suppose qu'on accepte de ne pas être... Alors, ça ne veut pas dire... Après, chaque couple se débrouille comme il peut avec cet aspect-là, hein, mais en tout cas, au moins, on accepte de ne pas être dans une exclusivité totale. Hein. On accepte une certaine liberté de l'autre. Pas forcément d'aller voir ailleurs, je ne sais pas, ça dépend. Il y a des couples qui peuvent, il y a des couples qui ne peuvent pas, il y a des couples qui veulent, il y a des couples qui ne veulent pas, mais en tout cas, par rapport à l'exclusivité, par rapport à la possessivité, c'est pas preuve d'amour, effectivement, vous avez raison. De même qu'il y a certains parents qui pensent que s'ils s'angoissent très fort, ça montre l'amour qu'ils ont pour leurs enfants. Et non, c'est leur peur, c'est leurs angoisses, ça ne montre pas forcément de l'amour. Surenchère, c'est que plus on va s'investir, on va vouloir rattraper comme dans les jeux, plus on va perdre, genre vouloir miser encore plus haut pour rattraper ça. Ouais. Et des fois, on est dans des cas où, en fait, c'est des voies sans issue. Et on se bouffe. Il y avait un psychologue qui a donné ce terme-là, enfin, je ne sais plus le nom du terme. En fait, plus on investissait, même si on sait que c'était à perdre, on avait tendance à vouloir terminer cette voie-là, sachant très bien que c'était pas bon. Oui, donc vous parlez de la passion, là, ou de la répétition de la même chose. Voilà, on voit des personnes, effectivement. On a plus parlé sur des mauvais sens, mais lorsque l'unification a parlé de façon mentalement, mais notre erreur, c'est de croire que ça se fait naturellement. Vous voyez, des fois, on se laisse guider sur des voies qui nous mènent à des impasses.
l'important, c'est d'être en marche. On peut le dire, l'important c'est d'être en marche. C'est une définition intéressante en tout cas. Est-ce que c'est la conclusion ou est-ce qu'il y a d'autres? Juste une petite remarque en fait. Ce que j'étais en train de réfléchir sur cette différence à laquelle je n'avais pas encore complètement résolu un peu le problème entre la passion et l'amour. Et il me revenait finalement, je crois que c'est Daniel Sibony qui l'avait dit un peu comme ça, où il disait au fond la rencontre entre deux personnes, c'est d'abord et avant tout la rencontre de deux fantasmes. C'est-à-dire au fond, il ne s'agit pas d'une rencontre, alors peut-être que Anne, qui a travaillé sur l'amour véritable, dira un peu le contraire, mais j'articule ça parce que ça me permet, moi en tout cas, de penser peut-être une différenciation entre la passion et l'amour, où effectivement cette rencontre de deux fantasmes est peut-être du côté un petit peu de la passion, c'est-à-dire il y a quelque chose qui s'enflamme, sans trop que ni l'un ni l'autre ne sache véritablement pourquoi. Mais si de la rencontre naît quelque chose qui s'oriente vers une relation éventuellement durable, à ce moment-là, peut-être qu'il y a quelque chose du travail de l'amour, c'est-à-dire quelque chose d'une déconstruction de la passion pour, au fond, venir alimenter cette relation qui, à ce moment-là, au fond, se déprend de la charge fantasmatique pour être plutôt dans des choses, finalement, d'une connaissance partagée, d'une connaissance mutuelle. Voilà, c'était simplement ce commentaire que je voulais faire. Et en complément, je pense que Brigitte a parlé du deuil chez Félicie, la capacité de faire des deuils. Et je pense que c'est ça aussi qui distingue la passion de l'amour. L'amour, ça veut dire qu'on est capable de faire des deuils et d'investir autrement. La passion, il y a quelque chose de comme ça, c'est deuil impossible aussi. On pourrait dire la passion, je pense aussi que l'expression... un état, et l'amour serait au fond un processus. Quelque chose qui marche. Oui, que Thierry vient d'employer. Là, je n'avais pas pensé à cette expression parce que ça peut paraître paradoxal, mais c'est juste le travail de l'amour, quoi. Dans la passion, on ne se pose même pas la question. Voilà, on ne travaille pas, on est pris. On est pris, on est pris. Voilà. Comme le travail du rêve, quelque chose comme ça. Voilà. Quelque chose de processuel. Alors que l'amour réel peut demander un certain travail, le dur effort de durée, je ne sais plus comment, c'est ce qui dit ça. Voilà. Est-ce que passion rimerait avec... je ne sais pas si on entend. Non. Je prête. Est-ce que passion rimerait avec... on ne se pose pas de questions Oui, c'est ça, on ne peut pas s'en poser de questions. On se projette, voilà, on est pris dedans, alors de toute façon on n'a pas de recul. On n'a pas de recul, on n'a pas... Tandis que l'amour, il y a une transformation, il y a un travail, effectivement, un projet. Voilà. Il peut y avoir une construction, comme dit Thierry, ça demande du travail. Bon, on est deux, on se rend compte qu'on est deux, alors on va peut-être faire quelque chose ensemble, des enfants, je ne sais pas quoi. La passion, on ne se pose même pas de questions, on est pris dedans de toute façon. Alors. Ça n'empêche pas forcément de faire des enfants, mais... Alors c'est vrai que ça peut paraître pessimiste, mais comme dans la passion dont on a parlé là, on est pris. Donc la question, c'est de s'en déprendre, de s'en sortir quand même, à peu près vivant. Alors c'est vrai que ça peut peut-être paraître pessimiste, mais c'est quelque chose quand même autour de ça, la passion. Comment je vais me sortir de ça à peu près entière, moi je vais parler plutôt entière, sans m'y laisser prendre toute, Voilà, et effectivement, pour l'amour, on commence à se rendre compte qu'on est deux, qu'on est différents, qu'on n'a pas les mêmes idées politiques ou je sais pas quoi, et qu'on va peut-être ou pas faire quelque chose ensemble. Oui. Par rapport à ça, finalement, il y a Paul Denis qui est venu il y a quelque temps et qui parlait d'emprise et satisfaction, une pulsion qui est faite à la fois d'emprise et de satisfaction. Dans l'amour, il y a une certaine emprise l'un sur l'autre, il y a une prise ensemble, etc. Mais il faut que ce soit contrebalancé par suffisamment de satisfaction pour que
le sujet puisse marcher à peu près sur ses deux jambes. Hein. Et peut-être que dans la passion, il y a quelque chose d'une dominance très forte de l'emprise, et qui fait que... Et que le sujet ne se reconnaît plus. Oui, le sujet ne se reconnaît plus, Ouais. effectivement. C'est très angoissant. Il y a de l'angoisse, il y a de la douleur, il y a quelque chose où on ne sait pas à quel sens se vouer, etc. Dans la passion extrême, effectivement, et pas dans une passion qui peut faire évoluer. Il y a d'autres remarques, questions, écho à tout ça? Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, en gros, une passion peut se retransformer en amour selon comment elle va être menée. Voilà, voilà. Et ça peut, comme disait Géraldine... Oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. C'est ça, donc peut-être la confusion n'est pas si dramatique que ça. Mais non. Parce que ce qui est passionnel, finalement, peut être amené à force de travail, de construction, à se transformer sur l'amour, sur quelque chose qui va être plus simple, du coup, avec du boulot. Oui, bah oui, bien sûr. Puisque vous disiez, effectivement, l'amour, c'est l'amour du travail. Donc, oui, tout à fait. Dans la logique, on peut avoir quand même une évolution positive. Mais bien sûr. C'est pour ça aussi que j'étais pas tout à fait... Enfin, on a eu deux formulations on a eu deux formulations qui peuvent paraître contradictoires avec Brigitte Martinez. Dans le cadre d'une analyse, Brigitte Martinez dit il ne faut pas que l'analyste crée une passion chez son analysant. Or, il faut que les éléments passionnels puissent venir dans l'analyse. Il ne faut pas que ce soit créé comme ça de toutes pièces par l'analyste qui va séduire. Il ne faut pas séduire. Enfin, bon, ceci dit, on séduit toujours un peu à son insu. Mais il faut que les éléments passionnels puissent être là, mais pour que le sujet puisse s'en déprendre et puisse cheminer à partir de là, qu'il retrouve quelque chose de la trace d'une passion ancienne, mais qui puisse cheminer à partir de là. Vous avez raison, ça peut être absolument nécessaire de retrouver justement des éléments passionnels pour pouvoir, à partir de là, et puis ça rejoint un petit peu ce que tu dis, Géraldine, effectivement, si on se bloque et si on se barricade contre toute passion, je pense qu'on est barricadé pour beaucoup de choses. C'est suffisamment clair ou il y a des choses qui semblent fumeuses? De toute façon, on n'a pas des réponses toutes faites. Hein. On est en chemin, on est en questionnement aussi. Hein. Mais en tout cas, on voit que ça intéresse beaucoup parce qu'il y a du monde et que le sujet vous intéresse. Excusez-moi, j'ai juste une question. Oui. C'est passionnant. Vous exercez dans l'eau, en fait. Vous êtes ici à Troyes? D'accord. S'il n'y a pas d'autres questions, on remercie encore chaleureusement pour cette soirée de questions. Alors, avant de nous quitter, j'ai quelques petites annonces à vous faire au niveau des prochains événements de l'Institut Rachi. Donc, nous allons reprendre notre cours Judaïsme et Islam Confluence, donc à partir du mois de janvier. Et cette année, jusqu'à maintenant, c'était surtout autour des confluences et des études comparatives au niveau de la pensée médiévale. Et là, nous allons l'étendre en fait aux événements contemporains, autour de la question que signifie être radical. Alors, justement, pour distinguer le radicalisme, c'est un mot maintenant, hélas, assez à la mode, de la radicalité, et qui a peut-être absolument rien à voir avec le radicalisme. Donc, pour cela, nous allons recevoir Bernard Rougier le jeudi 31 janvier à 20h. C'est une conférence qui est libre et gratuite, dans la limite des places disponibles. Et comme vous le voyez, on peut toujours se serrer un petit peu, ça marchera. Et donc, il va nous parler. C'est un spécialiste de l'islam contemporain et qui pourra nous donner quelques clés pour comprendre la différence entre être radical ou être radicalisé. Donc je cite vraiment cette conférence parce que nous avons beaucoup de chance que Bernard Rougier accepte cette invitation
Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Sinon, le séminaire Les dynamiques de la haine va reprendre ce semestre, donc à partir de mercredi prochain à 20h. Et donc on va poursuivre les discussions autour de la distinction entre destructivité, haine, désir, donc pour reprendre en fait un peu les questions qui avaient été laissées en plan à la fin de l'année dernière. Donc ceux qui n'ont pas suivi le séminaire l'année dernière peuvent venir cette année, on prendra d'autres questions. Mais en tout cas, justement, par rapport au thème du séminaire de psychanalyse, la haine n'est pas toujours en fait le contraire de l'amour. Ce qui est peut-être le contraire de l'amour, c'est le néant. Donc ce sera autour de ces questions-là que nous travaillerons à partir de la semaine prochaine. Et pour notre séminaire d'approche psychanalytique, la prochaine séance, dans les dates, je sais toujours que c'est mauvaise, je crois que c'est le 7 février, mais il faudrait vraiment vérifier. C'est le 4, voilà, donc j'en étais sûre, c'était pas ça. Donc le lundi 4 février, c'est notre prochaine séance. Oui, c'est